Quatrième commandement, la planification implantaire. Dans la planification implantaire, on va choisir la solution chirurgicale et à la fois donc prothétique à travers la planification implantaire. Quels sont les objectifs de la planification implantaire? C'est le choix du nom, de la longueur, du diamètre et du positionnement des implants. Elle découle donc de l'analyse de l'ensemble des éléments collectés qu'on a effectués précédemment et qui ont été effectués par l'interrogatoire, l'examen clinique, la simulation prothétique, le wax-up, et l'étude des éléments radiologiques pour savoir le volume et la qualité de l'os dont on dispose. 6 étapes pour cette planification implantaire. Le repérage des structures à risque, première étape. L'évaluation de la densité osseuse. Le choix de la longueur de l'implant. Le choix du diamètre de l'implant. Le choix de l'axe et la décision thérapeutique. Première étape, le repérage des structures à risque. Au niveau de la mandibule, il y a 2 secteurs à risque, 2 structures à respecter. Le foramen mentonnier et le canal dentaire inférieur, ce sont des structures et des éléments anatomiques dont on ne doit pas s'approcher et laisser une distance toujours de 2 mm pour pouvoir poser un implant. Voici un cas très précis où on va respecter cette distance minimale de 2 mm par rapport au canal dentaire inférieur et au foramen mentonnier. Alors, au maxillaire supérieur, il y a 3 structures à éviter. Le sinus maxillaire, le plancher des fosses nasales et, de manière un petit peu moins importante, le canal nasopalatal. Ce sont des structures où il faut créer toujours cette distance de 2 mm à respecter pour ne pas pénétrer ni dans le sinus ni dans les fosses nasales et le canal nasopalatin secondaire que l'on peut éventuellement combler si on a vraiment besoin de poser un implant dans ce secteur. Alors, l'évaluation de la densité osseuse. Cette évaluation a été développée, classifiée par l'école des arts en 85 et cette densité, elle est classifiée de D1 à D4 comme on peut le constater ici. D1 étant l'os le plus dense, beaucoup de cortical très peu spongieux. D4, un os de très mauvaise qualité, dit de très mauvaise qualité, avec énormément de spongieux très lâches et très peu de cortical. Donc le choix de la longueur et du diamètre de l'implant. Le choix se portera sur un implant qui va être entouré d'os spongieux. Entouré d'os spongieux, ça veut dire quoi? Lorsque l'on a commencé l'implantologie, dans les dogmes généralisés, on essayait systématiquement de chercher un appui bicortical et on posait l'implant le plus long et le plus large possible. Et on a constaté avec le temps, en analysant un peu plus précisément l'os, que la corticale était un os qui n'était pas de très bonne qualité, dit os mort. On est revenu en arrière et aujourd'hui, avec l'amélioration du type d'implant, du grade de l'implant, on va aller s'orienter vers un implant qui sera moins large et qui va être donc entouré d'os spongieux pour obtenir une ostéo-intégration dans un tissu qui va être vivant. Donc, ce cas-là, ce type d'implant-là, on ne le posera plus dans ce schéma-là, dans ce volume d'os. On va donc placer un implant beaucoup moins large, qui sera donc entouré d'os vivants, d'os spongieux, et par la même occasion, avec l'évolution de la partie crestale de l'implant, on va non seulement poser un implant d'un diamètre un peu moins large, mais on va le placer en sous-crestal, afin que l'os vienne coloniser cette petite zone qui est extrêmement importante, et on le verra par la suite, pour ce qu'on appelle le gap osseux. À la mandibule, on a exactement le même problème. À l'époque, on mettait des implants très larges en appui bicortical. Aujourd'hui, on est parti sur des implants beaucoup moins larges d'un diamètre qui vont être entourés, comme je l'ai dit précédemment, d'os spongieux et qui seront par la même occasion placés en sous-crestal. Le choix de l'axe. Alors, il semblerait, bien sûr, préférable de choisir l'axe du couloir prothétique pour poser un implant. Mais comme vous pouvez le constater, si on choisit ici l'axe prothétique
de la couronne, on va se retrouver très près d'une zone extrêmement sensible qui est la corticale vestibulaire, qui est la corticale osseuse vestibulaire, qui, elle, lorsqu'elle subit une pression, et on va le développer après, va avoir tendance à se résorber. Donc, aujourd'hui, quand on a un cas comme celui-là, on ne va pas aller dans l'axe de l'alvéole, parce que, comme je l'ai dessiné ici, on aurait une compression qui serait trop importante, et cette compression, elle va entraîner une résorption de cette corticale vestibulaire. On va donc aller chercher ce que l'on appelle le trigone osseux, c'est ce triangle que l'on voit ici, et anguler légèrement son implant pour qu'il se retrouve entièrement entouré par de l'os. Et cette solution est viable aujourd'hui parce qu'on a à disposition des piliers dits angulés qui vont rattraper cette angulation pour placer une couronne dans une parfaite situation fonctionnelle et esthétique. Chaque fois que ce sera possible, on mettra l'implant plutôt en situation palatine, surtout si cette zone-là est extrêmement fine, parce qu'il est préférable de, entre guillemets, de stresser la corticale palatine plutôt que la corticale vestibulaire. Et même si par mégarde on avait une petite perte osseuse, on n'aura pas de problème esthétique. Si on avait une petite nécrose osseuse ici, on n'aura pas de problème esthétique, alors que si on en a une ici, on va le voir après que ça donne des résultats qui sont souvent catastrophiques. Donc, encore une fois, l'implant sera entièrement entouré par de l'os et du tissu vivant. Comme vous pouvez le constater, c'est un cas que j'ai été amené à récupérer. Lorsque l'on constate que le praticien a placé l'implant dans l'axe de l'alvéole, ben cet alvéole s'est complètement résorbé, la corticale s'est complètement résorbée, et l'implant, en fait, aujourd'hui, ne tient que par la partie palatine, donc avec un résultat totalement inesthétique, et on le vérifie avec le cone beam, la reconstitution 3D du patient, et on peut voir que l'implant est carrément aujourd'hui en dehors de l'os. Donc malheureusement inexploitable et sans aucune pérennité. Voici encore un autre cas où l'implant a été positionné de manière un petit peu trop proche de la corticale vestibulaire externe, et voici la résorption. On voit à travers la gencive cet aspect grisâtre et surtout cette perte de gencive qui rend le résultat totalement inesthétique, car même si la couronne a une texture similaire aux autres dents, malheureusement ce petit liseré grisâtre dérange terriblement la patiente, et il n'est pas question pour elle de conserver cette situation. Et le gros problème, c'est qu'il est très difficile de récupérer cette zone qui est contaminée et que l'on ne pourra pas greffer. Autre cas où l'implant a été situé un peu trop en secteur vestibulaire, et on constate la perte de gencive qui a suivi la perte d'os au niveau de cette couronne, donc totalement inutilisable. La décision thérapeutique. À l'issue de l'analyse que l'on a effectuée précédemment, on va être confronté en fait à 3 situations possibles. Première situation, le projet implantaire est en accord avec les possibilités anatomiques. On dispose d'os, d'un grand volume osseux. On peut mettre l'implant pratiquement dans le couloir prothétique, de la future couronne. Un implant de diamètre et de longueur idéale est planifié dans l'axe du couloir prothétique. C'est le cas idéal pour un implantologue débutant. Il n'y aura aucune difficulté à poser l'implant et un résultat esthétique et fonctionnel. Deuxième situation, le projet implantaire est en léger désaccord avec les possibilités osseuses. Ce cas conduit, après en avoir informé encore une fois le patient, à modifier la position de l'implant par rapport à l'axe du couloir prothétique et à utiliser ce que moi j'appelle des astuces prothétiques. Ce sont des piliers ou des envases angulées qui vont permettre de replacer la couronne dans l'axe et dans la même position et dans la même situation que les dents adjacentes. Troisième situation qui est la plus défavorable, le projet est en total désaccord avec le volume osseux sous-jacent. Là, on est confronté à un très gros problème. On va avoir donc recours à une technique de reconstruction osseuse afin de recréer un volume osseux en accord avec le projet prothétique. Pour ce cas, on pourra soit effectuer soi-même une reconstruction osseuse,
associée ou non à une greffe gingivale le plus souvent, ou alors, si on ne se sent pas capable de faire cette reconstruction, adresser le patient à un spécialiste de la reconstruction et ensuite poser l'implant dans des conditions idéales.